On nous présente l'IA comme une technologie révolutionnaire, portée par une nouvelle génération de génies. Mais si ce n'était pas vraiment nouveau? Et si cette histoire s'était déjà produite? Derrière ce battage, la même classe de milliardaires ayant profité de la bulle Internet de 1999 revient, sous un autre nom. L'argent arrive très tôt, avant que quiconque sache où est le sommet, car personne ne veut manquer l'occasion. Et à travers tout ce battage, une phrase revient sans cesse comme un mantra. Cette fois, c'est différent. Sauf que ça ne l'est pas. Et c'est vous qui devrez payer la note. La bulle Internet promettait une connectivité mondiale. Au lieu de cela, elle a vidé 5 000 milliards de dollars du Nasdaq entre le 20 mars et octobre 2002. Les Américains ordinaires en ont subi les conséquences. Les comptes de retraite remplis d'actions Internet ont perdu environ 78% de leur valeur en 2 ans et demi. Une étude de Vanguard a révélé qu'à la fin de 2002, des millions de comptes 401k avaient perdu au moins 20% de leur valeur. Les portefeuilles fortement exposés à la technologie ont été encore plus durement touchés. Des dizaines de millions de travailleurs américains se sont retrouvés le bec dans l'eau à travers le pays. Ces personnes avaient emprunté sur la valeur de leur logement pour investir dans Pets.com et Webvan, mais ont reçu des appels de marge au lieu de rendement. Des saisies immobilières ont suivi, détruisant des vies partout dans le pays. La plupart d'entre elles n'ont jamais fait la une des journaux. Le Nasdaq a culminé à un peu plus de 5000 le 10 mars 2000, puis le crack est survenu et il a chuté à environ 1000. Une fois que vous tenez compte de l'inflation, il n'a retrouvé son niveau record qu'en 2018. Cela fait 18 ans de croissance perdue pour ceux qui sont restés accrochés à la bulle Internet. Nous faisons face au même danger. Les dépenses des grandes entreprises technologiques pour les centres de données et les puces d'IA dépassent 300 milliards de dollars par an. La valeur créée par ces dépenses est entre les mains de moins de personnes qu'à tout autre moment depuis la bulle Internet. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un nouveau groupe, mais c'est faux. Le mouvement de l'IA est présenté comme une nouvelle rébellion menée par des nouveaux venus prétentieux à San Francisco. Mais ceux qui donnent le rythme aujourd'hui sont en grande partie les mêmes que ceux qui le donnaient la dernière fois. Ils ont 25 ans de contacts supplémentaires, un accès privilégié au gouvernement et des investisseurs déjà alignés derrière eux. Reid Hoffman a fait fortune lors de la première vague de folie grâce à PayPal. Aujourd'hui, il est un des premiers soutiens et ex-membre du conseil d'administration d'OpenAI. Vinod Khosla a tiré profit de sa participation chez Sun Microsystems lors de la vague du matériel informatique à la fin des années 1990. Il a suivi Hoffman chez OpenAI. Mark Andreessen a créé Netscape et l'a introduite en bourse à l'âge de 24 ans en août 1995. Pour beaucoup, cette introduction en bourse marque le début officiel de l'ère des dot-com. Il dirige aujourd'hui Andreessen Horowitz, qui a investi des milliards dans les laboratoires d'IA actuels. Ce qui paraît une révolution technologique est peut-être en fait un spectacle très coûteux. Les mêmes empreintes réapparaissent à chaque étape. Quand les géants de la tech ont promis qu'Internet effacerait la distance, cela a paru décisif dans l'histoire. L'argent a afflué vers tout ce qui portait le nom .com. Entre 1995 et le pic de mars 2000, le Nasdaq a explosé d'environ 400%. Les investisseurs ont cessé de se demander si les entreprises gagnèrent de l'argent. Le chiffre d'affaires importait à peine. Le profit était considéré comme dépassé. La seule chose qui importait à Wall Street, c'était la vitesse. Ils voulaient croître, attirer des clients et dominer le secteur. Le modèle économique et la logistique viendraient plus tard. Puis le crack est survenu. Aujourd'hui, l'essor de l'IA ravive la même énergie, mais avec des machines plus intelligentes, plutôt qu'avec des sites web. D'immenses centres de données consomment beaucoup d'électricité pour entraîner des modèles toujours plus puissants. Encore une fois, la quasi-totalité de l'argent va à un petit groupe d'entreprises, Nvidia étant le principal gagnant. Toute entreprise sérieuse en IA a besoin des puces de Nvidia, ce qui a fait grimper la valorisation de Nvidia à des niveaux impensables il y a quelques années. En 2024, les investisseurs misaient sur Nvidia comme ils l'avaient fait avec les valeurs Internet avant le crack des dot-com. Ce n'est pas aussi extrême que Cisco au sommet de la bulle Internet, mais cela évolue dans une direction qui semble très familière. Cette fois, l'argent vient surtout des comptes bancaires des grandes entreprises technologiques, pas seulement du capital risque, mais tout finit au même endroit. Chaque bulle semble prometteuse tant qu'elle gonfle, mais laquelle est le piège ultime? Pour comprendre cela, nous devons examiner les différents facteurs qui ont façonné ces bulles. En 1999, Cisco Systems détenait 72% du marché des routeurs et commutateurs d'entreprise. Cela signifie que Cisco vendait les boîtiers physiques qui faisaient fonctionner Internet. Elle vendait l'épine dorsale d'Internet. Chaque entreprise qui se lançait sur Internet avait besoin du matériel Cisco, preuve de l'afflux d'argent.
À l'exercice 2000, Cisco générait près de 18,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le 27 mars 2000, Cisco a atteint 80 dollars par action et sa valeur boursière a dépassé les 555 milliards de dollars. Pendant un bref instant, Cisco est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde, dépassant Microsoft. Les investisseurs n'investissaient pas seulement dans une entreprise prospère. À son apogée, Cisco se négociait avec un ratio cours de bénéfice, ou pair, de 201. Imaginez payer 100 dollars pour un stand de limonade qui ne vous rapporte qu'1 dollar et 25 cents par an. Le stand a beau être incroyable, mais les chiffres relèvent presque du fantasme. Tout dépendait de l'afflux continu de capital risque vers les startups qui achetaient les routeurs. Quand ces financements ont cessé au printemps 2000, les commandes ont chuté et Cisco n'a pas pu suivre. L'action a chuté d'environ 80% par rapport à son sommet au cours des 30 mois suivants. Il a fallu près de 26 ans à Cisco pour retrouver ce niveau de 80 dollars. La reprise a eu lieu en décembre 2025. Ceux qui avaient acheté au sommet et gardé leurs actions ont tout de même perdu plus de la moitié de la valeur réelle de leur argent, l'inflation ayant absorbé le reste. Nvidia en 2024 ressemble étrangement à Cisco au sommet de l'ère des dot-com. Ces puces sont expédiées par camions entiers. Les centres de données du monde entier remplissent leurs racks de GPU Nvidia aussi vite qu'ils peuvent en obtenir. La demande semble inarrêtable, mais la réalité est bien plus fragile. De nombreux grands clients de Nvidia sont des laboratoires d'IA et des startups qui dépensent rapidement l'argent des investisseurs. Les autres géants de la tech investissent des milliards dans l'IA parce qu'ils pensent que ça doit forcément marcher, pas pour des profits déjà présents. Cela inquiète les investisseurs chevronnés. Lorsque les analystes superposent la flambée de valorisation de Nvidia en 2024 à l'ascension de Cisco avant le crack de 2000, les courbes suivent la même trajectoire. Quand deux bulles séparées par 25 ans commencent à dessiner la même forme, ceux qui ont vécu la première ont tendance à y prêter attention. Beaucoup pensent qu'Nvidia est à l'abri car elle génère de vrais revenus matériels, contrairement aux entreprises de la bulle internet qui se sont effondrées. Pourtant, Cisco avait aussi de vrais revenus matériels, et une position dominante. Le crack de 2000 n'est pas dû à une panne de routeur, mais au manque d'argent de ceux qui signaient à l'échec. Le pic de Cisco a été plus prononcé que tout ce que Nvidia a connu. Cela devrait servir d'avertissement. Le chiffre indique dans quelle mesure le cycle actuel peut encore s'amplifier avant une chute similaire de la demande. La mécanique paraît familière, mais le plus révélateur concerne ceux qui prennent les décisions derrière tout cela. À la fin des années 1990, les dirigeants des grandes entreprises technologiques racontaient sans cesse la même histoire aux investisseurs. Internet avait tout changé. Les anciennes règles sur les profits et la valorisation n'étaient plus valables. Les bénéfices finiraient par justifier l'emballement, tandis que les initiés vendèrent leurs actions en coulisses. C'était de petites ventes, juste assez discrètes pour éviter les alertes. À l'époque, presque personne n'y faisait attention. Des années plus tard, après l'éclatement de la bulle, la situation est devenue suspecte lors d'un examen approfondi. Les chiffres révélés étaient catastrophiques. Entre septembre 1999 et juillet 2000, les initiés des entreprises dot-com ont encaissé 43 milliards de dollars de leurs propres actions. C'était 2 fois plus rapide que le rythme auquel ils vendaient en 1997 et 1998. Février 2024 était une toute autre histoire. Le camouflage est tombé. En seulement 9 jours ce mois-là, Jeff Bezos a vendu pour 8 milliards et demi de dollars d'actions Amazon. Actions. La Walton Family Trust a largué 1 milliard et demi de dollars d'actions Walmart sur la même période. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, a vendu 150 millions de dollars d'actions de sa propre banque. C'était sa première vente en 18 ans de carrière. Léon Black, le cofondateur d'Apollo, a vendu pour 172,8 millions de dollars, une première pour lui. Le total combiné pour ce seul mois s'est élevé à 11 milliards de dollars, mais ça ne s'est pas arrêté là. Mark Zuckerberg a vendu environ 2 milliards de dollars d'actions de Meta au cours des 4 mois précédant cette période. Pris individuellement, ces mouvements semblaient tous normaux. Ils n'avaient rien d'inhabituel, mais mis bout à bout, les personnes les plus proches des chiffres encaissaient au même moment. Durant cette période, ces dirigeants affichaient publiquement leur optimisme et leur confiance dans le projet, évoquant des opportunités sur 10 ans et l'avenir de l'IA. En privé, ils encaissaient après des sommets. Dans les interviews, ils affichaient leur confiance. Les documents officiels disaient « empocher l'argent ». Fortune a publié le titre « La grande prise de bénéfices » le 27 février 2024. C'était un titre approprié. Quand les plus proches du boom retirent leur argent, c'est souvent qu'ils comprennent mieux les risques que les autres. Et contrairement à 1999, les ventes se font plus rapidement et en plus grande quantité.
Les personnes qui construisent le boom ressemblent de plus en plus à celles qui se préparent à survivre à sa fin. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Mais si les initiés vendent, qui achète encore suffisamment d'actions pour maintenir les prix à ces niveaux? En 1999, Webvan a construit des entrepôts réfrigérés pour des clients qui n'existaient pas encore. Pets.com a réalisé des publicités télévisées qui se sont avérées plus mémorables que ses commandes réelles. Les deux entreprises en Dalibon ont beaucoup investi dans des bâtiments, des camions et des campagnes publicitaires pour une demande qui n'était jamais venue. Les deux sont devenus des exemples de gaspillage d'argent, car aucune n'a atteint sa 2e année en bourse. Stability IA est la version moderne de ces entreprises. En 2023, elle a dépensé environ 99 millions de dollars pour louer de la puissance de calcul auprès d'AWS, Google Cloud et CoreWeave. De plus, 54 millions de dollars ont été dépensés en salaires et frais de fonctionnement, tandis que leur chiffre d'affaires annuel était de 11 millions. Cela représente un ratio de dépenses par rapport aux revenus supérieur à 14 pour 1. En juillet 2023, Stability IA avait déjà un retard d'1 million de dollars sur sa facture AWS. Des rapports internes ont révélé que l'entreprise n'avait pas de plan pour payer la facture d'août de 7 millions de dollars, mais l'argent n'a pas disparu dans un trou noir. Il a suivi un itinéraire précis et traçable. Les sociétés de capital risque ont transféré de nouveaux fonds dans des startups d'IA. Les startups ont aussitôt remis ce capital directement à Nvidia pour les puces et à Microsoft Azure pour du temps de calcul dans le cloud. Les grandes entreprises technologiques ont comptabilisé ces dépenses comme revenus, ce qui a fait monter leurs actions. La hausse des cours en bourse justifiait plus de capital risque, et l'argent du tour suivant repassait par le même circuit, ce que le secteur nomme l'économie circulaire. C'est peut-être l'astuce la plus importante de la vague actuelle. $1 quitte un compte de la Silicon Valley et atterrit sur le compte bancaire d'une start-up d'IA, mais il n'y reste pas longtemps. En quelques semaines, ce dollar réapparaît souvent lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Jensen Huang sous forme de croissance. Et ensuite, cela aide à faire monter l'action d'Nvidia. Cela facilite la levée du prochain fonds de capital risque, puis un autre dollar est envoyé dans le même circuit. L'argent ne provient pas principalement des clients ordinaires achetant des outils d'IA, car ils ne peuvent pas encore s'en passer. Bien sûr, des entreprises comme OpenAI ont des revenus, mais une grande partie de l'argent ne mesure pas combien de personnes utilisent réellement leurs produits. Cela mesure le même pool de capitaux qui circule d'avant en arrière entre 5 entreprises connectées. Un bon exemple est Inflexion IA. En juin 2023, elle a levé environ 1,3 milliard de dollars pour une valorisation d'environ 4 milliards. La liste des investisseurs ressemblait à un véritable who's who du boom de l'IA. Microsoft, Nvidia, Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman. Puis, moins d'1 an plus tard, en mars 2024, Microsoft a effectivement absorbé l'entreprise. Microsoft a payé environ 650 millions de dollars, recruté la plupart de l'équipe, et acquis la licence de la technologie principale. Inflexion, comme entreprise indépendante, a cessé d'exister. Les investisseurs sont repartis avec 1,5 fois leur mise.
l'argent étant déjà passé par le carnet de commandes de Nvidia et les factures cloud de Microsoft. Seuls les acheteurs tardifs ont perdu. La rapidité et la conception de cette boucle de liquidité surpassent largement les échecs de la bulle Internet. Webvan était négligent d'une manière que le marché a fini par comprendre. Ce qui se passe autour de l'IA semble différent, c'est plus coordonné, c'est moins un accident et davantage un système. Alors, qui en profite tant que ça fonctionne et qui se retrouve avec les pertes quand ça s'arrête ? En 1999, les day traders ont ouvert leur premier compte de courtage en ligne et se sont rués sur tout ce qui bougeait. Ils se précipitaient sur les introductions en bourse et les actions internet, achetant souvent sur marge ou à crédit, ce qui accentuait chaque hausse. Au même moment, les grandes institutions se retiraient. Mais le marché ne s'est pas effondré tout de suite. Il montait car certains achetaient encore à des prix plus hauts. Les traders particuliers, sans le savoir. Ils voyaient juste des graphiques en hausse et ne voulaient pas manquer l'occasion, au contraire, ils absorbaient l'offre du marché. La version de 2024 est pire. Le trading ne se résumait plus simplement à acheter et conserver des actions. Une énorme part de l'activité venait de personnes plaçant des paris expirant le jour même. Cboe Global Markets a rapporté que ce type de trading ultra court était devenu si courant qu'il représentait près de la moitié de toute l'activité liée au marché des options du S&P 500 lors des journées typiques. Même la frénésie des actions mêmes de 2021 n'a pas atteint ce niveau. Le marché était manipulé en temps réel, minute par minute. Robinhood a diffusé en 2023 et 2024 des publicités télévisées qui ont popularisé le trading d'options. Ton cousin, ton voisin, ce gars à la salle de sport. La plateforme comptait plus de 25,2 millions de comptes approvisionnés à la fin de 2024. La majorité des utilisateurs étaient des traders de moins de 35 ans et exécutaient plus de 50 millions de contrats au pic d'activité. L'outil préféré du trader particulier n'est plus l'action elle-même. C'est un pari à effet de levier, un pari que le prix montera ou baissera avant la clôture ce même après-midi. La plupart des gens pensent que l'investisseur moyen en 2024 ressemble simplement à un day trader de 1999, mais avec une application plus élégante. Mais en réalité, ce n'est même pas comparable. Imaginez un stade où des gens misent toutes leurs économies sur un lancer de pièces chaque heure, puis parient à nouveau, avant même que la pièce ne touche le sol. C'est la vitesse du trading d'options à échéance le jour même dans ce cycle. Le public n'est plus un groupe lent et stable d'acheteurs à long terme. Il agit comme une foule en mouvement rapide, entrant et sortant si vite qu'elle peut absorber les ventes sans même s'en rendre compte. Cela change tout le système. À la fin des années 90, les investisseurs particuliers faisaient beaucoup de bruit, mais le phénomène restait relativement simple. Aujourd'hui, il évolue plus vite et réagit aussitôt aux variations de prix. Il peut absorber beaucoup de ventes, sans que le marché ne s'effondre tout de suite. Les premiers gagnants et initiés n'ont plus besoin d'une sortie spectaculaire pour vendre. Il y a déjà un va-et-vient constant d'acheteurs en dessous, qui entrent et sortent assez vite, pour absorber ces ventes sans s'en rendre compte en temps réel. Mais que se passe-t-il si ce flux d'acheteurs ralentit ? À la fin des années 90, les grandes entreprises technologiques étaient en guerre. Microsoft a passé une grande partie de la décennie en bataille antitrust contre le gouvernement américain, concernant l'intégration d'Internet Explorer à Windows. Le secteur voyait Washington comme un problème à gérer, non un partenaire. Les budgets de lobbying visaient surtout à empêcher l'État fédéral d'intervenir dans la création de fortunes. En 2024, la situation s'était totalement inversée. Les dépenses de lobbying fédéral d'OpenAI sont passées de 260 000 $ en 2023 à 1,76 million en 2024. Cela représente une augmentation de près de 7 fois, en une seule année. Anthropic a plus que doublé ses propres dépenses sur la même période, passant de 280 000 $ à 720 000 $. Selon Open Secrets, 648 entreprises différentes ont dépensé de l'argent pour faire du lobbying sur les questions liées à l'IA en 2024. Cela représente une hausse de 41,5% par rapport à l'an dernier, la raison évoquée étant presque toujours un déploiement responsable. L'effet, qu'il soit intentionnel ou non, est que les premiers et plus grands acteurs se retrouvent derrière une sorte de barrière protectrice, ce qui rend plus difficile pour les nouveaux entrants de rivaliser à armes égales. Le moment le plus marquant a eu lieu en mai 2023, lorsque Sam Altman, devant la commission judiciaire du Sénat, a demandé au Congrès d'accorder des licences aux entreprises d'IA. Le PDG d'une entreprise d'IA de premier plan demandait au gouvernement des États-Unis d'exiger des autorisations pour développer une IA avancée. La demande prend une toute autre dimension dès que l'on se demande qui pourrait obtenir l'une de ces autorisations et qui ne le pourrait pas.
Les petites entreprises n'ont pas vraiment leur mot à dire lorsque ces règles sont élaborées. Aucune d'entre elles ne dispose des équipes juridiques ou des budgets de conformité nécessaires pour se défendre. Les règles répondent aux besoins d'une entreprise valant 500 milliards de dollars, ce qui en est l'objectif. Les dépenses de lobbying ne sont pas de simples coûts. C'est le prix à payer pour éliminer définitivement la concurrence. La présentation maquille un racket de protection en langage politique. Les grands acteurs paient les lobbyistes. Ils aident à rédiger leurs propres règles. Ils verrouillent la porte derrière eux et disent au public que c'est pour sa sécurité. Le même scénario existe en Europe, avec une paperasse différente. Le règlement européen sur l'IA a été adopté en mars 2024 et a commencé à être mis en œuvre en 2025. Les exigences de conformité les plus strictes touchent surtout les petits développeurs open source et groupes universitaires. Pendant ce temps, les plus grandes entreprises américaines disposent déjà d'équipes entières dédiées précisément à ce genre de tâches. Mistral IA s'est imposé comme le principal challenger européen et a longuement tenté d'influencer l'application des règles strictes aux modèles ouverts, avec un succès limité. Le schéma est similaire des deux côtés de l'Atlantique. Une règle devenue loi change la donne. Les entreprises n'ont alors plus à vendre l'idée d'une disruption continue avec autant d'intensité. Le système lui-même commence à figer qui peut passer à l'échelle et qui ne le peut pas. La concurrence persiste, mais devient plus lente et contrôlée. Cela enlève la pression de l'idée que tout doit croître indéfiniment. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est à quel point cela semble intentionnel. Vous pouvez déjà voir les éléments du prochain cadre réglementaire sous forme de projets tout au long de 2025 et 2026, attendant simplement le bon moment politique pour avancer. Le piège est en place. La seule question qui reste est de savoir quand il se déclenchera. Alors, qui gagne réellement lorsque les deux booms arrivent à leur terme? Ce ne sont pas les clients. Ils obtiennent des outils moins chers, mais pas les bénéfices. Ce ne sont pas les petits investisseurs, qui ont tendance à arriver après que la plupart des gains aient déjà été intégrés dans les prix. Et ce ne sont pas toujours non plus les entreprises dont on parle dans les gros titres. Nombreuses passent les années de pointe à tenter de justifier des valorisations valables uniquement à l'instant T. Le véritable gagnant, c'est le système autour de l'industrie, ce mélange de capitaux, d'infrastructures et de politiques qui ne fait pas que participer au cycle, mais façonne la manière dont il se déroule. Les forces ayant bâti la première vague n'ont pas disparu. Elles se sont adaptées, amplifiées et opèrent désormais dans une seconde version, plus vaste, du même schéma. L'échelle et la tolérance à la complexité ont évolué. Le développement s'est étendu et les investissements ont augmenté. Cela n'impose pas de résultats prédéterminés, mais signifie que le système peut absorber davantage de stress avant de céder et continuer à fonctionner plus longtemps. La plupart des analystes le constatent. La chute de l'IA ne commencera probablement pas parce que la technologie échoue. Les modèles s'améliorent, les taux d'hallucination diminuent, mais rien de tout cela n'est le déclencheur. Le déclencheur survient lorsque les règles sont inscrites dans la loi fédérale. Une fois la concurrence écartée légalement, les grands acteurs changent de stratégie. Ils privilégient l'efficacité à la croissance, entraînant des licenciements massifs. Microsoft, Meta et Google ont tous annoncé des suppressions de postes, se comptant par dizaines de milliers, en 2024 et 2025. Ceci illustre une tendance générale. On passe de dépenser quoi qu'il en coûte à un retour responsable du capital. Ainsi, quand la valorisation des actions baisse, les architectes gardent l'argent qu'ils ont retiré au sommet. Ils repartent avec une part de marché acquise et une protection fédérale inscrite dans la loi. L'investisseur britannique Jeremy Grantham a prédit à l'avance les bulles de 2000 et 2008. Il suit exactement ce schéma depuis des décennies, et il ne prend pas de gants pour en parler. Des bulles de cette ampleur se résorbent par de longues et profondes baisses qui se mesurent en années, pas en mois. Cisco a eu besoin de presque 26 ans pour retrouver son sommet. C'est le scénario de référence pour la plus grosse action au sommet d'une bulle à son pic. Les livres d'histoire ne recensent pas de reprise en V pour un dégonflement aussi dense. Quand on prend du recul, cela ne ressemble pas vraiment à un système brisé. C'est un système qui fait exactement ce pourquoi il a évolué. L'argent afflue depuis des millions de comptes de particuliers sur de longues périodes. Il est regroupé et concentré dans un petit nombre de grandes entreprises qui dominent le marché. Ceux qui sont arrivés tôt retirent leur argent au fur et à mesure. Ceux qui sont arrivés plus tard ne font surtout que subir le prix restant. Et presque tout le monde en fait partie, qu'ils s'en rendent compte ou non. Parce que l'épargne retraite ne reste plus en dehors du jeu. Elles sont déjà engagées dans la même opération. Elles sont liées au même petit groupe d'entreprises, exposées aux mêmes résultats. Parce que les personnes qui dirigent ces cycles sont déjà passées par là. La plupart du public ne l'a pas vécu, ou ils étaient de trop jeunes pour se souvenir de ce qu'on ressentait réellement pendant que ça se produisait. C'est ce qui rend cette bulle si efficace. Quand quelque chose devient évident, cela paraît déjà normal.
Et lorsque l'ambiance finit par changer, la plupart des gens continuent de croire ce qu'ils pensaient au sommet de l'ère des dot-com, que cette fois, le récit est trop important pour être freiné. La bulle de l'IA n'est pas la seule menace financière. Découvrez pourquoi les analystes pensent que la prochaine crise se prépare peut-être déjà dans 39 000 milliards de dollars de dettes. L'économie américaine est-elle condamnée? Ou voyez ceci.